Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue à tous dans le grand plateau ce soir. 231 Camerounais, dont 28 femmes et 203 hommes, ont été récemment expulsés de la Guinée équatoriale sans notification préalable. Cette décision, intervenue le 21 avril 2025, s'inscrit dans une série d'expulsions récurrentes qui ciblent depuis des années les ressortissants camerounais, y compris ceux en situation régulière. Des témoignages poignants évoquent des détentions arbitraires, des violences physiques et psychologiques, ainsi que l'abandon forcé des biens et des familles. Face à cette situation, le Cameroun a exprimé son indignation. Le ministre des Relations extérieures a convoqué l'ambassadeur équato-guinéen à Yaoundé, dénonçant une violation des conventions régionales sur la libre circulation et exigeant des explications. Malgré l'accord de coopération transfrontalière signé en 2020 pour apaiser les tensions, ces expulsions massives persistent, soulevant des interrogations sur le respect des droits humains et la solidarité sous-régionale. Pourquoi la Guinée équatoriale continue-t-elle d'ignorer les accords régionaux malgré les recours diplomatiques répétés du Cameroun? Quelles mesures concrètes le gouvernement camerounais devrait-il prendre pour protéger ses ressortissants face à ces pratiques systématiques? On aura les éclairages de nos invités dans la deuxième partie du Grand Plateau, mais avant, place au journal. En ouverture, le deuxième pont sur le Vouri reliant le rond-point d'Eido à Bonabéry a été plongé dans le chaos pendant près de 24 heures suite à des inondations causées par la pluie d'hier soir. Submergée sous environ 3 mètres d'eau, l'infrastructure est devenue impraticable, paralysant le trafic et contraignant usagers et conducteurs de motos et taxis à emprunter des voies en sens inverse au péril de leur sécurité. Des témoins décrivent une scène de désolation où engins à 2 roues et véhicules luttaient pour éviter les accidents de circulation. Jiré Sazangue et Fondrené Marquez étaient sur les lieux. The second bridge over the Rui River, specifically beneath the flyover linking Rond-Point d'Eido and Bonabéry, remained inundated at the time this report was filed. According to witnesses, Monday night's heavy downpour left standing rainwater, making it difficult for vehicles, motorbikes and pedestrians to circulate. The bike rider noted that driving in the opposite direction on the road puts bikers and passengers at risk of accidents, adding that many people arrived late at work due to the traffic congestion caused by the flooding. Cameroonians who are riding in this route during this morning, since morning, they are open to accident because even our customers plus us, the drivers, we are not safe. Because when you take the Sansa in Teji, you are open to Camignon, and which is not right. And even the inhabitants that they are going for their work, they are being blocked because the traffic, when you look at the nature of the route, you see that the route is being blocked and people are not chance to go to their work faster. So that is the consequences that we are facing since morning. Daily earnings have dropped as drivers and motorbike riders report a slow speed rate. The rate of driving is slow and the rate at which we are going is very slow. It cannot permit me to walk faster and earn what I used to earn for the day. Some entrepreneurs residing in Bonabéry have also reported financial losses. Chaque jour, je fais dans des travaux d'imprimerie. Vous voyez mes papiers que je pas à l'imprimerie. Je ne peux pas courir le risque de passer là-dedans. Sinon, ça va mouiller des papiers. Je ne peux pas faire le travail du client. Ça joue vraiment sur l'économie. The standing water, nearly 3 meters deep, has damaged the engines of some heavy-duty trucks that were using the road when the flooding occurred. The Douala City Council, the Douala One Council, or the Regional Delegation of Public Works, has yet to make a statement or take action to resolve the situation, which commuters say recurs with every downpour.
Et la circulation perturbée du fait de l'inondation qu'on a vu tout à l'heure, certains chauffeurs de transport interurbains ont profité de la situation pour créer du désordre sur la route. Une attitude qu'ont déploré les agents de la police municipale déployés sur le terrain pour fluidifier le trafic. Suivons à ce propos la réaction d'un agent de la fourrière municipale de Douala-Premier. Léopold Sipowo est interviewé par Jirès Azangué. Ici au Carrefour, vous voyez, on va prendre quelqu'un comme ce que vous venez de filmer là. Il faut que ça serve aussi de preuve au public. Parce que dès que là, on va le prendre, il va dire que les agents de la commune dérangent. Vous avez vu là où il se met au corridor. Il monte sur la galerie pour charger ses passagers. Et là, quand on le prend, directement, c'est le nom de la mairie, le nom des agents de la mairie qui va toujours ressortir négativement. Ce n'est pas aussi facile. Pendant que vous le chassez, d'autres vont revenir garer. Si vous voulez là, vous retournez là, vous allez constater que voilà des voitures qui chargent là. Vous allez constater que c'est les voitures qui chargent là. Et là maintenant, du coup, si tu le prends là, il va te dire qu'il avait raison de charger là. Vous voyez, il y a trop d'incivisme ici, surtout au rond-point échangeur. Nous sommes dépassés, on n'a jamais eu ça. C'est pour une toute première que nous voyons l'eau monter jusqu'à ce niveau. Mais il y a des services pour ça à la mairie. Également dans l'actualité, célébration de la 139e édition de la Fête internationale du travail. À quelques jours de la célébration, le syndicat des transporteurs urbains met l'accent sur le dialogue social et la formation de ses membres pour renforcer la sécurité routière. En phase avec le thème national dialogue social et travail décent pour un Cameroun serein, il affirme que le métier de chauffeur mérite reconnaissance et respect. Plusieurs activités sont d'ailleurs annoncées en marge de cette célébration, placées sous le signe de la responsabilité et de la professionnalisation. D'autres précisions dans cet élément de Sébastien Oyébé et Julien Bapongué. Le syndicat des transporteurs urbains se mobilise activement à l'occasion de la 139e Fête internationale du travail. En phase avec le thème, l'accent est mis sur la formation et la sensibilisation de ses membres afin de réduire les accidents de circulation dans la ville. Oui, vous savez, le secteur du transport aujourd'hui, nous avions compris que ces acteurs-là, une grande majorité pensaient que quand ils se retrouvent derrière le volant d'un véhicule, c'est parce qu'ils ont tout raté dans la vie. Il faut les amener à comprendre que ce secteur de transport est un secteur noble. Le transport est un secteur noble. L'activité de chauffeur, le métier de chauffeur est une activité, est un métier noble. Donc il faut sensibiliser, à prendre conscience. Et si on prend conscience déjà à partir de ces niveaux, je crois que cela permettra que ces chauffeurs-là comprennent aussi les enjeux que nous rencontrons en route. Le président du syndicat rappelle qu'être chauffeur, c'est aussi un travail décent, d'où la nécessité de valoriser la profession par des actions concrètes. D'aucuns pensent que ce n'est pas un travail décent, mais moi je voudrais dire que c'est un travail décent parce qu'un chauffeur organisé, c'est parce que c'est une corporation, un corps qui vit de jour en jour. Et pourtant, il gagne l'argent chaque jour. Imaginez que si un chauffeur, si il prend Obama, si un chauffeur de taxi, de cars, de périurbains, gagne, ou de moto, gagne 2 000 par jour, en mois, ça te fait déjà 60 000, qui dépasse déjà le SMIC. Mais il faut aller au-delà. En marge de la fête, plusieurs activités sont donc annoncées. Une manière pour les transporteurs de montrer leur volonté de professionnalisation et de reconnaissance dans un secteur souvent négligé. Et la célébration de la fête du travail donne lieu à des réflexions sur les conditions des travailleurs, mais surtout sur la nouvelle donne qu'est l'intelligence artificielle. Son intégration dans le monde du travail n'est pas toujours garantie. Ainsi, lors de la 6e journée scientifique de la Société camerounaise de sécurité et de santé au travail, les questions ont tourné autour de l'impact de l'IA. Les détails avec Charles Douglas Ndemba. À l'aube de la fête du travail, des réflexions sont menées partout dans le monde sur les nouveaux défis concernant l'intelligence artificielle. Des questions qui ont été abordées lors de la 23e journée mondiale de la santé et la sécurité au travail. La médecine du travail est l'une des parentes pauvres de la médecine. Peut-être parce que les gens
s'y sont intéressés un peu tardivement. Ce n'est pas par le manque d'intérêt, mais c'est parce que tous les pays ont évolué d'une certaine manière. Les problèmes prioritaires, il y a 40 ans, c'était les infections. C'était de soigner la santé des mamans, des enfants, les problèmes chirurgicaux. Et au fur et à mesure que la qualité de vie s'est améliorée, l'espérance de vie, on est passé aux autres disciplines qui ont pris un peu plus d'importance. Maintenant, on s'occupe du travailleur. Lequel travailleur est lui aussi influencé par toutes ces mutations. Mais l'intelligence artificielle se positionne comme un outil pour l'aider à mieux s'adapter. C'est une grosse opportunité, c'est une révolution. Elle permet de mieux travailler, d'améliorer la performance, mais il y a des limites. Parce que nous, dans le domaine de la santé et sécurité au travail, on respecte beaucoup l'éthique. On respecte beaucoup la confidentialité des données. Et c'est au cas par cas. Vous pouvez avoir 5 travailleurs qui ont le même poste de travail, mais qui auront des problèmes de santé différents. Il n'est donc pas question de partager les données de l'un vers l'autre ou entre médecins du travail et médecins traitants sans tenir compte de la vie de ces personnes. Oui, à l'intelligence artificielle, mais en respectant l'éthique en milieu professionnel, car il y a des limites. En économie, cette fois, le développement du Cameroun reste entravé par de sérieuses failles en matière de gouvernance économique, faible transparence budgétaire, inefficacité dans l'attribution des marchés publics et mauvaise gestion des finances alourdissent inutilement les dépenses publiques. Dans ce contexte marqué par des chocs économiques répétés, la formation d'experts en politique économique apparaît comme une urgence stratégique. Ce mardi, l'Université de Yaoundé 2 a célébré la remise de diplôme à la 21e promotion de ce programme, symbole d'un engagement renouvelé pour une gouvernance plus efficace et durable. Sébastien Oyébé et Julien Bapungi. Le Cameroun peine à accélérer son développement, freiné par des failles persistantes dans sa gouvernance économique, faible transparence budgétaire, inefficacité dans l'attribution des marchés publics et mauvaise gestion des finances pèsent lourdement sur les ressources de l'État. Et je crois que si nos politiques publiques sont mieux maîtrisées, sont mieux gérées, il y aura certainement au niveau de la population, n'est-ce pas, une amélioration des conditions de vie. Face à cette situation, la formation d'experts en politique économique est devenue une nécessité. C'est dans cette optique que l'Université de Yaoundé 2 a célébré la remise des diplômes à la 21e promotion du programme en gestion de la politique économique. Les lauréats, conscients des enjeux, expriment une volonté claire, contribuer à une administration plus performante et à une meilleure gouvernance économique. Et nous espérons qu'arriver dans nos services, dans nos organisations, que nous pourrons bien mettre cela en valeur et participer au développement économique du Cameroun. Avec les différents chocs exogènes et endogènes que traverse notre pays aujourd'hui, il faut des analyses de politique économique pour donner le chemin qu'on doit emprunter pour sortir de cette ornière-là. C'est pour ça que je suis formé. Et au terme de ma formation, je peux dire que j'ai bien maîtrisé les outils de conception, de programmation, de mise en œuvre, de suivi, d'évaluation des politiques publiques. Et je pourrais être utile à mon pays, particulièrement à la position que j'occupe aujourd'hui dans les services du Premier ministre en tant qu'attaché. Au-delà des certificats, cette cérémonie incarne un engagement renouvelé pour une gestion publique plus rigoureuse, transparente et porteuse de résultats. La 3e édition de la semaine de la presse est lancée ce mardi. La présidente nationale du syndicat des journalistes du Cameroun était face à la presse à Douala. Marion Obama a appelé le gouvernement à promulguer des lois qui protègent les journalistes et exhorté ses confrères à tirer parti de l'intelligence artificielle pour créer un contenu de haute qualité. Un appel lancé à quelques jours de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai prochain. Résumé de la sortie du SNJC dans cet élément de Jérès Azangué et Fondre des Marquaises.
On May 3, 2025, World Press Freedom Day will be celebrated. In preparation for this grand event, the Cameroon Journalist Trade Union CJTU is gearing up with multiple activities across all its chapters. In a press conference organized in Douala, National President Marion Obam called on the government to regulate the sector and enact laws that protect the media. Nous rappelons au gouvernement qu'il ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes s'il n'organise pas la profession, s'il ne met pas des lois sur la protection des journalistes au Cameroun, s'il ne permet pas que la convention collective soit appliquée. Nous aurons des médias qui sont faibles, nous aurons des journalistes qui sont fragilisés et on aura un boulevard qui soit ouvert pour les fake news, les fausses informations, et tout cela contribue à détruire l'image du pays et à détruire la profession au Cameroun. The CJTU national president also issued a clarion call for journalists to leverage artificial intelligence in their work. Un journaliste aujourd'hui qui ne travaille pas avec l'IA est déjà dépassé parce que c'est un outil avec lequel il faut faire aujourd'hui. According to the CJTU president, it is imperative for African journalists to produce high-quality content using artificial intelligence to compete with their counterparts in Asia and Europe. Bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau qu'on ouvre avec cette interrogation. Les autorités des 6 pays membres de la CEMAC ont-ils une réelle volonté de rendre effective la libre circulation des personnes et des biens dans leur sous-région, comparée à l'Afrique de l'Ouest, où cette mobilité communautaire est une réalité dans la CEDEAO? La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale brille par des réticences à implémenter des résolutions prises lors des sommets des chefs d'État. Conséquence, visas d'entrée et de sortie, cartes de séjour et autres documents officiels sont toujours exigés malgré la mise en service d'un passeport CEMAC. Les expulsions récurrentes des ressortissants camerounais de la Guinée équatoriale montrent bien que la libre circulation des personnes et des biens n'est pas pour demain, en raison de près de 230 de nos compatriotes qui viennent d'être chassés sans ménagement du pays. De Théodore Obiangema Bazogo, la lecture de Jean-Paul Chouniat. L'expulsion des ressortissants camerounais de la Guinée équatoriale est presque devenue un fait banal au pays de Théodore Obiangema Bazogo. Et pour un rien, les compatriotes de Paul Biya sont pourchassés et traqués dans leur dernier retranchement, arrêtés, molestés, torturés et dépossédés de leurs biens et argent avant d'être embarqués par force dans des conditions inhumaines et conduits manu militari à la frontière où ils sont déversés sans ménagement aucun. Ce phénomène au relent de xénophobie dure depuis des lustres. Et ces 15 dernières années, près de 1500 Camerounais en plusieurs contingents ont été contraints à un retour au pays natal, en toute violation des procédures légales d'interpellation et de rapatriement. Si le gouvernement camerounais a toujours fait recours à la diplomatie muette pour calmer le jeu entre Malabo et Yaoundé, cette fois-ci, le régime de Paul Biya a dit trop c'est trop. Et le ministre des Relations extérieures, le jeune Bela Mbela, de convoquer Dada, l'ambassadeur de Guinée équatoriale à Yaoundé, pour lui signifier fermement le mécontentement des autorités camerounaises sur le traitement inhumain infligé à leurs compatriotes. Cette tradition d'inhospitalité des autorités de Malabo a maltraité les citoyens camerounais sur leur territoire, au prétexte de leur situation irrégulière, pousse à questionner toutes les belles résolutions adoptées par les chefs d'État des 6 pays membres, lors des différents sommets consacrés à l'édification d'une coopération sous-régionale, matérialisée par une effectivité de la politique de libre circulation des personnes et des biens dans l'espace communautaire de la CEMAC. Le projet d'intégration sous-régionale a certes fait des avancées avec la mise en service du passeport CEMAC, l'élaboration des projets intégrateurs en voie de communication reliant les 6 États membres. Mais à la vérité, la théorie est très loin de la réalité, comparée à l'Afrique de l'Ouest, fonctionnant avec des puissants leviers d'intégration, visibles et palpables sur le terrain de la circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. À la vérité, il est par exemple plus facile pour un citoyen de cet ensemble communautaire de parcourir la dizaine des pays de la CEDEAO que pour un Camerounais de faire le tour des 6 pays de la CEMAC, où des frais de visa, cartes de séjour et autres documents officiels sont encore exigés. Même si dans les discours officiels, des États membres de la CEMAC comme la Guinée équatoriale affichent leurs bonnes intentions d'accélérer la libre circulation des personnes et des biens, dans les faits, leurs autorités n'affichent aucune volonté réelle de transcender leur attachement viscéral à protéger leurs frontières des ressortissants des autres pays membres. À quand donc l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens dans la zone CEMAC? Bien malin qui le dira.
Et on évoque justement cette question de la difficile cohabitation en zone CEMAC avec nos invités. Moïse Dieudonné Massol est universitaire, acteur de la société civile. Bonsoir Moïse. Bonsoir Claude, bonsoir à mon co-panéliste, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Bonsoir Roland Tsapi, éditorialiste à Balafon Média. Et bonsoir Claude. On pourra être rejoint par le docteur Delvaris Goudjou, économiste internationaliste, mais malheureusement on n'aura plus Armand, Camerounais expulsé de la Guinée équatoriale, qui actuellement est du côté de Kiossi, où tous ces Camerounais expulsés du pays du président Teodoro ont été, on va dire quoi, déposés, puisqu'ils ont été transportés dans des camions et chassés complètement de ce pays d'accueil-là. Mais déjà, compte tenu de la situation, les faits remontent au 21 novembre. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de nouvelles de ces Camerounais, sinon on n'a que l'audience accordée, l'audience du ministre des Relations extérieures accordée à l'ambassadeur de la Guinée équatoriale au Cameroun. On a une idée de ce qui a été dit, mais en discutant en début de journée, Roland Tsapi et Moïse avec Armand, l'invité qu'on devait avoir, il nous disait justement que rien n'a changé de ce côté-là. Des Camerounais sont toujours à Kiossi, ils n'ont pas où vivre, certains dorment dans des bars, d'autres dans des voitures, vraiment ils dorment à la belle étoile, il faut le dire comme ça, parce qu'il n'y a pas de maison d'accueil, il n'y a pas un événement majeur qui s'est produit entre le 21 avril et aujourd'hui. Pour examiner la situation, Moïse Dieudonné, est-ce qu'on peut dire de manière simple comme ça que les Camerounais ne sont pas les bienvenus en Guinée équatoriale, quand on revient sur ce qui s'est passé bien avant les événements du 21 avril? Oui, Claude. C'est mieux par ici, voilà. Au regard de la situation actuelle, nous pouvons dire sans se tromper que les Camerounais ne sont pas les bienvenus en Guinée équatoriale. Et vous avez bien fait de le rappeler, c'est la cohabitation entre les Camerounais et nos frères équato-guinéens ne date pas d'aujourd'hui. Mais sauf que cette cohabitation a toujours été entamée par des problèmes qui parfois mettent même en cause la diplomatie entre nos deux États. Voyez-vous, vous avez des Camerounais qui sont en Guinée équatoriale. Une fois qu'ils sont en Guinée équatoriale, ils sont des étrangers parce qu'ils ne sont pas dans leur territoire d'origine. Ça veut dire qu'il y a au moins une réglementation qui doit faire en sorte que ces Camerounais qui sont en Guinée équatoriale se sentent chez eux. Mais malheureusement, on se rend compte que ces Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes. Mais là n'est même pas le problème. Le problème, à mon sens, c'est que lorsque vous arrivez quelque part, vous devez tout faire pour vous conformer à la vie que les autochtones y vivent. Si vous arrivez et puis vous constatez, par exemple, ou les autochtones constatent, par exemple, que vous êtes les moteurs, c'est vous qui incitez à la révolte, c'est vous qui occasionnez la plupart des dégâts, il est fort probable que les autorités du pays d'accueil qui prennent des décisions qui peuvent faire au fond mal, mais qui sont des décisions qui permettent de garder la souveraineté de leur pays. Malheureusement, c'est ce que nous n'avons pas dans notre pays. Voyez-vous, dans notre pays aujourd'hui, vous avez les ressortissants du Tchad qui sont au Cameroun, qui font ce qu'on appelle communément le bain skin, mais aujourd'hui, ce sont eux qui commettent beaucoup de gaffes dehors. Ils tuent, c'est connu, ils ne sont pas arrêtés. Non, pas seulement pour ne pas stigmatiser, il ne faut pas dire oui, que ce sont les ressortissants tchadiens on ne stigmatise pas, mais sauf que dans la réalité, ce sont ces gars qui sortent de l'autre côté qui commettent ces exactions. Maintenant, nous, en tant que Camerounais, nous nous retrouvons de l'autre côté. Nous devons tout faire pour être conformes, c'est-à-dire avoir nos titres de séjour et savoir qu'à partir du moment où ces documents que nous avons en notre possession arrivent à expiration, on doit libérer le pays pour revenir dans notre pays d'origine. À partir du moment où cela n'est pas fait, nous-mêmes, nous nous retrouvons dans des situations d'irrégularité qui ne nous permettent pas de nous mouvoir. Dans le cas d'espèce, j'aurais appris que ces expulsions viendraient des altercations qui ont eu entre des commerçants camerounais et des commerçants équato-guinéens. Vous ne pouvez pas arriver dans un pays qui a des lois, qui a des règles,
qui sont respectés par l'ensemble de la population et venir vouloir soit imposer vos règles. Je le dis parce que nous, en tant que Camerounais, nous avons cette habitude de dire que partout où on arrive, on s'impose. Les étrangers peuvent s'imposer chez nous parce que nous avons le laisser-aller. Vous avez des étrangers qui vivent au Cameroun, qui n'ont pas de pièce nationale d'identité, on ne connaît pas où ils habitent, on ne peut pas les identifier, mais la Guinée équatoriale me semble un pays qui est organisé. En termes de population, c'est un pays qui a moins de 2 millions d'habitants pour une densité qui va entre 50 par habitant au kilomètre carré. Donc vous voyez que toutes ces personnes se connaissent, ce qui fait qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui n'est pas identifié à cet environnement, il devient automatiquement un intrus. Mais oui, vous êtes revenu, Moïse, tout à l'heure sur ce qui aurait dégénéré. Vraiment ce conflit entre commerçants camerounais et commerçants équato-guinéens. Mais Roland Tsepi, est-ce que ça suffit pour justifier une expulsion de la sorte? Et on parle d'une expulsion assez violente parce que ce sont des personnes qui étaient en activité qu'on est allé extirper ou on est allé vraiment tirer de force pour jeter hors du territoire. Est-ce que ça suffit? Est-ce que derrière, il n'y aurait pas un autre problème bien plus profond? Bien évidemment, un simple conflit, une dispute entre deux personnes ne saurait justifier qu'il y ait une expulsion. Mais il faut tout simplement reconnaître que là, il y a une circonstance aggravante. Le fait que l'autre belligérant soit un étranger. C'est ça qu'on retient le plus rapidement et qui remonte à la tête de tous ceux qui sont là. Et la première réaction, c'est « il fait même quoi ici ?» S'il n'était pas là, peut-être qu'on n'aurait pas eu ce problème. Là, on est en train de vivre une situation, si on peut le dire ainsi, internationale par rapport à ce qui est même vécu ici au Cameroun. Vous savez très bien que même ici, à la moindre altercation, on a connu des cas dans la région du sud du pays. Oui. À la moindre altercation, on commence à se poser la question, c'est lui qui est même impliqué là, d'où il vient, et on commence à s'en prendre. Donc, ce qui se passe en Guinée, si tant est que cela est parti d'une altercation entre des habitants et qu'on a commencé à stigmatiser les uns comme étant des étrangers, ce n'est qu'une suite logique d'une certaine mentalité qui est propre à nous, je dirais, en Afrique centrale, tout simplement. Parce que autant ça se passe ici au Cameroun, autant ça se passe là-bas. Sauf qu'effectivement, de ce côté-là, ils estiment que, voilà, vous êtes d'abord chez nous, et profitant du fait qu'il y a des nationalités véritablement différentes, on peut se permettre un certain nombre d'exactions sur les populations. Contrairement à ce qui se passe ici au Cameroun, quand ça se passe et qu'on tente de violenter une personne sous prétexte qu'il est allogène par rapport aux autochtones, il y a des limites à cela parce qu'on va déjà invoquer le texte national pour dire que non, voilà, on est tous Camerounais, on doit être libre chez soi. Mais à part cela, il faut bien se dire que quelles que soient les raisons pour lesquelles on arrive à expulser, c'est qu'on n'expulse que ceux qui sont partis. Je crois que le problème qu'on devrait aussi bien regarder, c'est pourquoi on part. Vous savez qu'on arrive à une situation où les Camerounais partent. Ils partent le matin, ils partent à midi, ils partent le soir. Ils partent par tous les moyens. Les plus riches prennent l'avion et se confient aux agences d'immigration pour partir. D'autres plus riches essaient de trouver les moyens pour les études pour partir. Les moins riches prennent le désert, montent par le nord, traversent le désert pour partir. Et s'ils arrivent à bénéficier de la nature ou bien de la providence, ils arrivent là, ils vont. Et les moins riches ou bien les moins pauvres, les plus pauvres, vont seulement à Yaoundé, prendre un bus qui aussi, et puis de l'autre côté, ils ont traversé pour aller. Ils sont juste une part. Ceux qui sont expulsés de la côte de la Guinée équatoriale font partie de l'ensemble des Camerounais qui sont aujourd'hui, il faut le dire, habités par le virus du départ. D'où vient ce virus? Comment est-ce qu'il grandit? Comment est-ce qu'il se comporte? Il faut peut-être qu'on regarde la situation par là. On va épiloguer aujourd'hui sur le fait qu'on ait été expulsé. Mais j'insiste pour dire qu'on n'expulse que ceux qui sont partis. S'ils n'étaient pas partis, ils ne seront pas en train d'être expulsés aujourd'hui. Voilà
l'un des problèmes qu'il faut pouvoir mettre sur la table pour regarder. Et maintenant, pourquoi ils sont partis? Ça nous ramène à nous-mêmes. C'est un peu, comme on dirait, un effet boomerang de notre politique interne par rapport à la gestion de nos populations. C'est vrai que le fait de partir n'est pas propre aux Camerounais, mais le phénomène a pris tellement d'ampleur au Cameroun qu'on devait un temps soit peu s'arrêter et se poser la question pourquoi est-ce que nos enfants partent. Et la solution, ou plutôt ce qu'il y a à faire, ce n'est pas, comme on l'a vu souvent, prendre une note pour un responsable, un commissaire aux frontières, prendre une note pour dire que non, il ne faut plus laisser des gens sortir sous prétexte que, ou bien il ne faut plus être complice en donnant facilement des papiers à des fonctionnaires qui veulent partir, ou plutôt faire des communiqués ministériels, comme on a vu, pour dire que ceux qui sont partis ou ceux qui ne sont pas là, s'ils ne reviennent pas vite, ils seront placés sous le régime des absences irrégulières et non, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de savoir comment on fait pour retenir tous ces enfants sur place. Mais malheureusement, est-ce que la question de fond est posée à ce niveau-là? C'est là ce qu'il faut regarder aussi. Mais le problème, la raison des départs, elle est connue. Ce sont des Camerounais qui vont de l'autre côté, pas seulement en Guinée équatoriale, à la recherche de mieux-être, de meilleures conditions de vie, de travail. Oui, là, ça devient plus grave. On peut comprendre et tolérer ceux qui partent pour l'Occident. Parce que là, vraiment, on peut dire que le niveau de développement n'est pas le même. Ceux qui partent sont prêts à quitter même une profession bien établie ici au pays, abandonnant un salaire de 200 à 300 000 francs ici au pays pour aller faire la vaisselle là-bas en Occident, parce qu'ils estiment que là-bas, même si, quelle que soit la profession qu'il est en train d'exercer, si elle n'est pas aussi valorisante que ce qu'on... Bref, ils estiment que faire la vaisselle là-bas est plus valorisant qu'être enseignant ici au Cameroun en même temps. Mais ça, on comprend. Mais ce qui est un peu gênant par rapport à ceux qui partent en Guinée équatoriale, c'est que nous sommes encore là en Afrique, et en Afrique centrale, qui constitue une sous-région dont les pays membres ont quand même entre eux des accords de coopération qui permettent, et le principal accord qu'il y a entre les pays membres de la CEMAC, c'est la libre circulation des biens et des personnes. C'est dire que en temps normal, chaque ressortissant de tous les pays membres, les ressortissants de tous les pays membres devraient se sentir chez eux, dans les pays voisins, pour autant que cette convention était mise en application. Mais pourquoi est-ce que la Guinée équatoriale, qui à une époque avait un niveau de développement, je dirais 100 fois moindre que le Cameroun, dont le président à une époque venait au Cameroun pour taper le main, disons-le ainsi, au président camerounais à l'époque, Amadou Ahidjo, pour emprunter l'avion à l'aéroport de Douala ou de Yaoundé pour voyager. Un pays dont, dit-on, qui a fait l'objet d'un refus du président Ahidjo à l'époque, parce qu'à un moment donné, les Équato-Guinéens ont voulu se joindre au Cameroun parce que vraiment c'était comme une partie insulaire abandonnée. Mais le président Ahidjo aurait dit « j'ai déjà suffisamment de problèmes avec les anglophones de mon pays, je ne veux pas y adjoindre le problème hispanophone avec les Équato-Guinéens. » Donc il a refusé qu'il n'en veut pas. Comment comprendre qu'aujourd'hui, ce même pays soit devenu pour le Camerounais lambda un Eldorado? Ça, c'est d'autres questions qu'il faudrait qu'on se pose déjà à nous-mêmes. C'est quand même insultant en réalité pour nous que la petite Guinée équatoriale, quand on dit petite, c'est en termes de géographie, de superficie, de démographie et autres, par rapport au Cameroun, toute la population de la Guinée équatoriale, c'est presque la moitié de la population de Douala, seulement. Et quand on soit à vivre ça, de la Guinée équatoriale, vraiment, il y a des questions sérieuses à se poser par rapport à ce que nous, Camerounais même, nous voulons, où nous voulons aller, et jusqu'à quand est-ce qu'on va se laisser insulter par ceux qui étaient, je dirais, ceux qui nous demandaient à manger, en réalité. Donc, le gros problème, c'est que
on a l'impression que la Guinée équatoriale, à un moment donné, quand elle a découvert son pétrole et s'est mise à l'exploiter, elle l'a utilisé peut-être mieux que le Cameroun n'a souvent utilisé le sien et a connu un niveau de développement qui s'est accéléré très rapidement. Évidemment, quand un pays se développe, ça veut dire que l'économie est en train de prendre de l'envol. Et quand l'économie prend de l'envol, ça suppose qu'il y a une création d'emplois très rapide. Et ça a attiré les Camerounais. De toute façon, ça a commencé comment? Parce que les Équato-Guinéens venaient ici pour chercher de la main-d'œuvre qualifiée, il faut le dire, à l'époque, parce qu'il fallait des ingénieurs, des techniciens pour telle chose. Et le phénomène de contagion, et dans ceux qui sont partis les premiers, ont suggéré à l'oreille de ceux qui sont là, venez quand même, il y a des choses ici. Au tout début, la Guinée équatoriale tolérait. Pourquoi? Parce que ça lui permettait d'avoir une main-d'œuvre moins chère parfois. Et ça satisfaisait également les Camerounais parce qu'ils trouvaient que là-bas, ils gagnaient beaucoup d'argent par rapport à ce qu'ils ne gagnent ici. La situation était suffisamment stable. Mais depuis qu'il n'y a plus cette offre d'emploi aussi importante, évidemment, on commence à voir, ou plutôt ceux qui sont venus s'ajouter aux Équato-Guinéens commencent à se faire davantage voir, c'est-à-dire on commence à constater qu'effectivement, il y a des étrangers ici chez nous, et on commence à être un peu plus méfiant par rapport, on commence à être regardant par rapport à ce qu'ils font, ce qu'ils veulent faire, s'ils ne sont pas en train d'annexer un certain nombre d'activités qui devaient revenir aux Équato-Guinéens, ainsi de suite. Et on en arrive à là aujourd'hui. Donc, les Camerounais, à un moment donné, ils sont allés parce qu'ils y pensaient que c'est l'Eldorado. Ça l'est encore aujourd'hui parce que je n'ai pas encore entendu que les Équato-Guinéens ont été expulsés du Cameroun. Je ne suis pas sûr qu'ils ont même l'intention de venir au Cameroun pour subir ce genre de choses. Mais dans le sens contraire, le problème se pose de plus en plus. De quoi se demander, nous, Camerounais, pourquoi est-ce que cela nous arrive et surtout interpeller notre gouvernance locale ici au Cameroun. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à utiliser nos ressources naturelles pour améliorer notre niveau de développement de telle sorte qu'on peut retenir sur place nos fils et filles camerounais plutôt que de les laisser aller se faire insulter, humilier de cette façon, être transportés dans des camions comme du sable et venir être bénés. C'est-à-dire que le camion vient, soulève sa benne comme ça pour que les Camerounais se déversent au sol. Mais c'est quand même des images assez humiliante qui devait interpeller vraiment. C'est-à-dire que normalement, l'étudiant ne devrait plus dormir depuis ce 21 avril, que cette situation a encore été remise au goût du jour, qui n'est pas la première fois, il faut le dire. Ça date depuis longtemps. À un moment donné, c'était à Campo qu'on déversait les Camerounais comme ça, là, venant de la Guinée équatoriale. Aujourd'hui, on en est encore à cette situation. Donc, au-delà des problèmes internes à tous les pays, je dénonce une fois de plus la non-application, tout au moins des applications des conventions qui existent entre les pays membres de la CEMAC. Mais en y regardant de près, on comprendrait très bien pourquoi la Guinée équatoriale ne veut pas appliquer ces conventions parce qu'elle est en train d'être opérationnelle à sens unique. Il n'y a pas une réciprocité. Ces ressortissants n'ont pas intérêt à venir au Cameroun alors que les Camerounais ont beaucoup d'intérêt à venir là-bas. Et c'est d'ailleurs le reproche qui est fait aux Camerounais, qu'on trouve un peu trop envahissant. Quand on regarde, Roland Tapi parlait tout à l'heure de la superficie de la Guinée équatoriale qui est à moins de 30 000 km², contrairement au Cameroun qui a plus de 475 000 km². Donc, c'est dire que lorsqu'un Camerounais va en Guinée équatoriale, il s'en sort mieux que dans son pays ou dans sa localité. Est-ce qu'on peut donc faire le reproche à la Guinée équatoriale de vouloir même préserver son économie, offrir plutôt ces opportunités disponibles à sa population qu'aux étrangers, entre guillemets, puisqu'un Camerounais qui arrive dans un autre pays, quoi qu'on dise, est un étranger? Bon, moi, je pense logiquement qu'on ne peut pas faire de reproches dans ce sens à la Guinée équatoriale. Si on doit faire des reproches, c'est à nos gouvernants.
Parce que, voyez-vous, un pays comme la Guinée équatoriale, qui se développe au travers de son pétrole, comparativement à un pays comme le Cameroun, qui a un sous-sol extrêmement riche, les mêmes politiques devaient être implémentées au Cameroun pour permettre à ce que les Camerounais ne trouvent pas de plaisir à aller en Guinée équatoriale pour se chercher. Vous comprenez un peu. C'est la raison pour laquelle le président, ou alors c'est la raison pour laquelle les politiques de la Guinée équatoriale vont dans le sens où chaque équato-guinéen doit se sentir à l'aise dans son pays. À partir du moment où les conditions sont réunies, les équato-guinéens sortiront de la Guinée équatoriale pour aller où? Parallèlement, tant que nous n'avons pas ces mêmes politiques dans notre pays, nous allons partir. Depuis janvier jusqu'en avril aujourd'hui, combien de Camerounais sont morts dans le désert du Sahara? Combien de Camerounais sont morts dans la Méditerranée? Si ces Camerounais avaient les mêmes possibilités telles que les équato-guinéens dans leur pays, je vous assure que c'est vrai, dans tous les pays du monde, il y a des migrations. Mais je pense quand même que si on avait quand même un ensemble de politiques qui permet de contenir la jeunesse dans notre pays, on allait quand même arriver à, de manière, comment je vais dire ça, de manière, peut-être, on allait quand même arriver à trouver à ce qu'il y a des jeunes qui trouvent plaisir d'investir dans leur pays que d'aller en Guinée équatoriale. Aujourd'hui, ces jeunes qui sont en Guinée équatoriale, c'est pour des salaires de 200 000, de 100 000, certainement parce qu'ils n'ont pas eu la capacité d'avoir ces 100 000 dans leur propre pays. Et vous n'allez donc pas vouloir qu'un pays comme la Guinée équatoriale, qui s'est construit devant nos dirigeants, que l'équato-guinéen qui est en Guinée équatoriale se sente menacé parce qu'il y a un Camerounais qui est arrivé et qu'il y a un Camerounais qui peut postuler ou alors qui postule pour les mêmes emplois qu'un équato-guinéen. Et là, la logique est claire. Personne ne va vouloir délaisser sa population au détriment des inconnus qui viennent là pour amasser, pour rentrer développer leur pays. On a vu, par rapport à cette situation, on a vu des associations de défense des droits de l'homme, des droits humains réagir, mais au-delà des émotions, vraiment, au-delà de la réaction, de la condamnation et tout le reste, que peuvent faire ces associations de défense des droits de l'homme? Chacun de vous ici dénonçait un peu le silence des autorités camerounaises qui, à chaque fois, au-delà des audiences, ne réagissent pas vraiment pour protéger ses compatriotes. Qu'est-ce qu'au niveau des associations de défense des droits humains, on propose? On fait comme plaidoyer, on formule comme plaidoyer pour améliorer justement la condition des Camerounais vivant de ce côté-là? Bon, à mon sens, je pense que le problème est au-delà des organisations à caractère humanitaire. Parce qu'il s'agit ici d'un problème, à mon sens, qui relève de la diplomatie entre deux États. Et ce n'est que le président Paul Biya et son homologue de la Guinée équatoriale qui sont mieux placés pour vraiment arrêter ce problème. Parce que ce n'est pas la première fois. C'est un problème qui date depuis des années, la cohabitation entre Camerounais et Équato-Guinéens. Donc, c'est la volonté des deux chefs d'État à s'asseoir, à dialoguer, à trouver des moyens pour sortir de cette impasse. Parce que tant que cela n'est pas fait, les organisations telles que vous parlez tout à l'heure, qu'est-ce que ces organisations vont faire? Recenser les Camerounais et puis aller les mettre dans des camps, c'est ça la solution? Moi, je pense que ce n'est pas une solution. Il s'agit ici d'un problème qui doit se résoudre entre les deux homologues, les deux chefs de l'État des deux pays voisins. Et ensemble, ils pourront trouver des mécanismes et des meilleures solutions pour qu'à l'avenir, de telles situations n'arrivent plus. Mais tant que cela n'est pas fait, ça sera toujours un ping-pong. Et le mal, c'est tel que l'aîné l'expliquait sur le plateau, c'est de voir ces images où les Camerounais sont baignés comme des camions de sable. Normalement, cette image devrait, depuis le 21, interpeller nos gouvernants et de prendre des décisions, peut-être pas fautes, mais entrer au moins... C'est vrai, vous allez me dire qu'on a vu récemment l'ambassadeur du Cameroun revenir au pays. Certainement, il s'expliquait auprès du ministre des Relations extérieures. Mais sauf qu'au jour d'aujourd'hui, aucun communiqué. Entre-temps, vous avez ces Camerounais qui se trouvent toujours à Kiossi, qui n'ont pas d'issue. D'aucuns vous disent qu'on nous a pris, on a abandonné nos familles, on a laissé même nos papiers officiels. Donc, vous comprenez que c'est des personnes qui cherchent à rentrer, peut-être pour entrer en contact
de leurs biens qu'ils ont laissés, parce que ça n'a pas été, on n'est pas arrivé chez eux, on a dit portez vos habits, portez vos vêtements de valeur et puis on vous amène chez vous. Vous comprenez donc que ce n'est que les deux chefs d'État qui peuvent apporter des éléments clairs pour que la situation revienne en ordre. Et parlant des deux chefs d'État, le président de la République, Paul Biya, et le président Teodoro Obiang-Nguema avaient signé en juillet 2020, Roland Tapi, un accord de coopération transfrontalière. Et cet accord-là prohibait l'usage de la force entre les deux pays et facilitait un peu la circulation dans les deux États. Donc, à partir de cet accord, il devenait un peu plus facile pour les Camerounais de se rendre en Guinée équatoriale, en tout cas partant de ce qui avait été écrit, pour les Équato-Guinéens de venir au Cameroun. Mais jusqu'aujourd'hui, au lieu que la situation s'améliore de 2020 à 2025, ça va plutôt de mal en pire. Pourquoi cet accord a du mal à être respecté? Est-ce que dans les bases, dans le fondement de cet accord qui a été signé, il y a eu une mauvaise entente entre les deux chefs d'État? Pas du tout. Il faut tout simplement dire que c'était un marché de dupes. Et il faut noter que, comme disait un président français, entre États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Si de notre côté, on ne cherche pas à comprendre effectivement quels sont nos intérêts par rapport à la cohabitation avec la Guinée équatoriale, eux sont très regardants par rapport à ça. Ils se posent la question permanemment, qu'est-ce que nous gagnons à laisser les Camerounais entrer ici? Tout à fait. Et s'ils ne trouvent pas qu'il y a... J'ai expliqué tantôt qu'ils ont laissé passer les Camerounais à un moment donné parce qu'il y avait une main-d'œuvre qui devait leur permettre de travailler sur un certain nombre de projets de développement et autres. Et après que ces travaux ont été achevés, évidemment, les Camerounais se sont retrouvés comme des oranges sucés. Qu'est-ce qu'il faut faire du reste après? Il faut les jeter, il faut les expulser. C'est de ça qu'il s'agit. Le protocole d'accord signé en 2020, comme le dit, il n'est pas au-dessus du traité additionnel qui avait été signé déjà depuis 2005 entre tous ces États qui stipulait exactement la même chose, la libre circulation entre les États, qui renforçait, enfin qui essayait de donner un peu plus de vigueur et de force parce qu'on avait constaté qu'effectivement les choses n'allaient pas comme on l'avait prévu dans les textes. Les textes vont rester ce qu'ils sont, la réalité va rester ce qu'elle est. Qu'est-ce que le président Obiang-Nguema a comme gain à laisser les Camerounais entrer chez lui n'importe comment et s'installer là? Il se pose constamment cette question. Quelle est la part de l'emploi, de l'économie que ces Camerounais viennent absorber au détriment des Guinéens? Il se pose très bien cette question. Et tant qu'il n'a pas trouvé des solutions qui l'arrangent, les textes vont exister. Oui. Et puis quoi? La réalité, c'est qu'ils ne vont pas laisser passer. Je pense tout simplement qu'en réalité, que le chef de l'État camerounais, toute la diplomatie camerounaise en la matière, a déjà montré ses faiblesses. Parce qu'à bien y regarder, si nous avions de notre côté vraiment un réel intérêt à protéger nos frontières, nos ressortissants et à imposer aussi notre rythme à la Guinée équatoriale, on y parviendrait malgré cette différence de niveau de développement aujourd'hui. N'oublions pas qu'aujourd'hui au Cameroun, les prix des denrées alimentaires, surtout des vivres frais, sont devenus tellement exorbitants, en partie parce qu'une bonne partie de nos productions va en Guinée équatoriale. Ça pourrait être un objet de chantage. Tout à fait. Le Cameroun pourrait dire, OK, je bloque mes frontières. Plus rien ne sort de ce pays pour aller en Guinée équatoriale. Ni plantain, ni macabo, ni tomates et autres. Et les autres viendraient renégocier. Parce qu'on va affamer le pays, là. Mais on ne fait rien dans ce cadre. Il faut savoir que la politique globale qui, je veux dire, s'applique sur le plan opérationnel par ces expulsions, c'est une politique de protectionnisme que la Guinée équatoriale est en train de mettre en place. La protection de ses ressortissants et de tout ce qui lui appartient à lui. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Parce que si nous protégeons aussi, si on adoptait des politiques de protectionnisme pour nos produits agricoles tout au moins, on aurait moins de problèmes avec eux. Mais on a tout laissé, les Guinéens et les Congolais et les Gabonais,
arriver jusque dans nos champs ici au Cameroun pour acheter des vivres frais encore sur pied. C'est-à-dire quoi, que la banane plantain est encore en train de germer. Les gars ont déjà tout acheté. Tout à fait. Parfois même le manioc. Tomates, manioc, tout ce qu'on a. Les gars achètent sur pied. C'est-à-dire que... Et comme la plupart du temps, localement, on peut même produire, mais on n'a pas la possibilité d'évacuer faute de voies de communication. Et parfois même, quand on arrive à récolter soi-même, on a de la peine à vendre parce que le niveau de vie est compliqué. On vient te dire qu'on va t'acheter ton régime de plantain à 2000 et autres. Tu vois que j'ai trop peiné pour ça. Par contre, à côté de ce petit détail que les Camerounais vont venir te proposer là, les gars arrivent et disent que bon, ok, tu t'en chances et je te donne 1 500 000, tout ça. Le gars tombe dessus parce qu'il trouve qu'il a quand même 1 500 000 francs d'un coup qui peuvent lui permettre de réaliser quelque chose qu'il n'aurait pas pu réaliser s'il vendait son régime à compte-gouttes. Parce qu'une fois qu'il a vendu le premier régime, il aurait soif, il irait boire 2 bières, et ainsi de suite. Mais quand on vient acheter en gros, ça lui fait une plus-value, ça lui permet de faire des économies, de réaliser un certain nombre de choses, de payer la scolarité à l'enfant, ainsi de suite. Et voilà comment il trouve de bénéfices là-dedans. Et il le laisse passer. Sauf que, si au niveau de l'État, il y avait une politique de protection, on ne permettrait pas exactement que cela se passe ainsi. C'est la même chose qui se passe au niveau des produits manufacturés. Beaucoup de commerçants aujourd'hui disent avoir beaucoup de difficultés parce que le secteur est envahi par ceux qui sont supposés apporter des marchandises et les livrer en gros, notamment les Chinois, qui devraient apporter des conteneurs de tout ce qu'on voit dans la rue là, les déposer au port. Les Camerounais devraient donc venir là-bas, acheter, rentrer dans le pays et commencer leur commerce de gros, de demi-gros et détail et tout cela pour avoir des bénéfices. Mais ça relève de la politique de l'État de mettre des barrières pour que cela ne se passe pas, pour que quand ils arrivent effectivement, ils se bloquent aux frontières pour que localement, les populations puissent avoir la possibilité de développer cette économie. Mais on a laissé le pays être envahi de tous côtés. C'est la même chose. Ça veut dire que si on pouvait jouer sur notre atout agricole. Parce que autant la Guinée équatoriale est en train de jouer sur son atout pétrolier pour nous faire du chantage, autant on pourrait aussi jouer sur notre atout agricole pour dire que voilà, vous allez peut-être boire votre pétrole pour dormir, mais notre nourriture n'arrive plus. Et qu'on serait forcément plus indulgent par rapport à l'arrivée ou à la sortie des Camerounais. En tout cas, le traitement inhumain dont les Camerounais font l'objet là, peut-être on n'arriverait pas à cela. Mais tout ça part du fait qu'effectivement, malgré l'existence des traités, des accords, des conventions additionnelles et tout, chacun regarde très bien ce qu'il y regarde dedans. Mais de notre côté, pendant que nous sommes suffisamment laxistes, faibles par rapport à un certain nombre de choses, les autres ne font pas ça. La Guinée équatoriale ne fait pas ça. Et notez très bien que si on est en train de déplorer la situation pour les Camerounais qui étaient en Guinée, ça va arriver bientôt pour les Camerounais qui sont au Gabon aussi. Parce que les réformes qui sont en train d'être entreprises de ce côté-là font en sorte que l'économie soit de plus en plus auto-centrée et que la priorité soit donnée aux populations. Le récent exemple qu'il faut prendre, c'est peut-être il y a une initiative là au Gabon que le nouveau président Oligui Nguema a mis sur pied qui s'appelle, je crois, Tarsi Gap. Quelque chose de ce genre, qui essaie de mettre... on dit que le président a acheté un certain nombre de voitures qu'il distribue aux Gabonais pour faire le taxi, pour concurrencer les Camerounais qui se sont spécialisés là-bas dans le transport par taxi. Et quand on commence à prendre ce genre d'initiative, c'est tout simplement pour dire qu'on est en train de chercher le chemin pour que vous rentriez chez vous. Ici, si on ne comprend pas ça maintenant, on commence à préparer son chemin retour, on va se retrouver à une situation où on va dire que, ok, vous, Camerounais, là, vous n'avez plus le droit de faire le taxi ici chez nous parce que derrière, vous n'avez pas de permis de travail, personne ne vous l'a donné et tout ça, on va se retrouver dans une situation pareille. Il est temps
il est temps qu'on commence à se poser des bonnes questions. Pourquoi nos enfants partent? Comment est-ce qu'on fait pour les retenir? Et pour ceux qui sont déjà partis, s'ils subissent ce qu'ils sont en train de subir là, comment les accueillir et les réintégrer dans d'autres circuits économiques? Ça, c'est des questions essentielles pour moi. Et il faut noter que la Guinée équatoriale n'est pas le seul pays africain qui accueille des Camerounais, même si certains vont de plus en plus de l'autre côté, au Canada, entre autres. On a toujours jusqu'à présent des compatriotes qui sont en Guinée équatoriale, parce que parmi ceux qui ont été expulsés, il y a ceux qui étaient en situation régulière, d'autres qui étaient en situation irrégulière. Le Cameroun, d'une manière ou d'une autre, nourrit la Guinée équatoriale, on le sait tous. Mais la Guinée équatoriale, à travers ses expulsions, à travers ses multiples réformes qui n'arrangent pas forcément le Cameroun, donne l'impression de vouloir obtenir son indépendance, vraiment. Indépendance économique, alimentaire, ainsi de suite. Sur le plan alimentaire, est-ce que la Guinée équatoriale, aujourd'hui, avec ses réformes, peut faire sans le Cameroun, concrètement? Puisqu'elle a déjà une économie qui a atteint un certain niveau, et elle estime qu'elle n'a plus besoin des étrangers, notamment des Camerounais, qui doivent désormais rentrer chez eux, et à elle d'offrir toutes les opportunités disponibles aux Équato-Guinéens, donc à ses fils et filles. Bon, je pense quand même que pour répondre à cette question, je dirais qu'il faudrait qu'on essaye un peu d'abord de prendre même un mois qu'on ne les ravitaille pas, et on verra si ils pourront être capables, puisqu'ils sont à la recherche de cette indépendance. Mais moi, je pense que le problème ne repose même pas à ce niveau. Le problème, pour moi, comme je l'ai dit tantôt, c'est la volonté des deux chefs d'État. Et nous devons comprendre qu'il s'agit là d'une guerre des intérêts, et que chacun voudrait de manière absolue avoir, comment je vais dire ça, de se concentrer sur le bien-être de sa population. Vous comprenez un peu. Donc, c'est logique que les politiques de la Guinée équatoriale soient beaucoup plus centrées sur ces populations. C'est ce qui devait être fait dans notre pays. Si on réagit, qu'on bloque, par exemple, les aliments qui vont là-bas, c'est forcément parce qu'il y a une situation qui s'est présentée. Et donc là, c'est la riposte. Or, c'est des situations qui ne doivent pas en principe arriver. Parce qu'un État se gère avec les moyens qu'il a à sa possession. Nous sommes extrêmement riches, notre pays est riche. Si vous prenez par exemple le secteur du bois, rien que ce petit secteur-là peut faire en sorte que les Camerounais puissent rester et vivre chez eux. Mais notre bois, il est coupé ici et puis il est transporté, il va ailleurs, et c'est ailleurs que ce bois sert. Il ne sert pas aux Camerounais. Regardez un petit pays comme la Guinée équatoriale, ce n'est que le pétrole. Ce n'est que le pétrole qui leur permet de tenir tête à un pays comme le Cameroun. Si on rassemble toutes nos ressources, c'est-à-dire notre pétrole aussi, le bois, le charbon, mais vous pensez que les Camerounais vont se sentir à l'aise de quitter ici pour aller encore en Guinée équatoriale ou pour aller en Côte d'Ivoire ou au Gabon, je ne sais pas moi. Ceci doit nous interpeller. Il a dit tout à l'heure, c'est la même chose qui va se passer d'ici quelques années au Gabon. Vous comprenez un peu, parce que là-bas, c'est des politiciens qui ont compris qu'ils sont là au service de leur pays, au service de leurs citoyens. Parce que lorsque toutes ces mesures sont prises, c'est pour vous dire non, n'allez pas ailleurs. Restez ici, ensemble nous pouvons nous développer, nous pouvons aller loin, nous pouvons même aller ailleurs, pas parce qu'on est à la recherche des conditions de vie, on va parce qu'on veut peut-être se balader et après on rentre parce qu'on est à l'aise chez nous. Mais tant que nous on n'a pas ces politiques ici, tant que nous ne voulons rien implémenter, aujourd'hui on est tous jeunes, la jeunesse camerounaise est sourde. C'est pourquoi tous les jours les gars cherchent à partir, c'est pourquoi tous les jours les gars savent qu'en prenant la route, forcément ils ne vont pas arriver, mais ils vont te dire essayons quand même. Parce que les conditions qui sont mises sur place ne les permettent pas de se sentir à l'aise, ne les permettent pas de s'investir dans leur propre pays. C'est la raison pour laquelle il y aura toujours ces immigrations. Donc, moi je pense honnêtement que l'État gagnerait mieux à y réfléchir. Le cas de la Guinée est en train de nous parler, et ce cas nous parle depuis des années.
L'année prochaine, certainement, ça sera le Gabon qui est à côté. Après le Gabon, ça sera certainement la Côte d'Ivoire. Quand est-ce que ces jeunes qui sont là-bas viendront donc aussi se chercher au Cameroun? Quand est-ce qu'ils vont laisser leur famille et dire que non, on va au Cameroun parce que le Cameroun a atteint un niveau où on peut aller se chercher et revenir rendre visite à nos familles dans nos pays respectifs? Pourquoi? Est-ce que le Cameroun lui-même donne l'impression d'avoir la capacité ou la possibilité d'encadrer sa population qui aurait envie de revenir avec ses multiples crises, ses multiples grèves, par exemple? Même au niveau des enseignants d'université, ça ne va pas. Dans le secondaire, le primaire, les enseignants sont en colère. Dans tous les secteurs, maintenant, il y a des choses qui ne marchent pas. Est-ce que ce climat-là est de nature à encourager un Camerounais, par exemple, qui souffre en Guinée équatoriale, menacé d'expulsion, de revenir dans un pays où on ne l'attend pas forcément? C'est vrai que le climat ne permet pas à ce Camerounais de revenir parce qu'il ne voit aucun lendemain meilleur. Mais nous disons que nous voulons que les choses changent. Ça veut dire que si aujourd'hui des choses changent et que chaque Camerounais peut se sentir à l'aise chez lui, je vous assure que même ceux qui sont en Guinée à côté là, ils reviendront. Parce que ne l'oubliez pas, c'est des gars qui sont intelligents. C'est des gars qui sont des bosseurs, comme on dit au quartier. C'est des gars qui savent que partout où ils arrivent, ils peuvent s'exprimer, ils peuvent travailler, ils ont de la force. Vous comprenez? Si les choses arriveraient à changer aujourd'hui ou demain, cette main-d'œuvre, elle va revenir. Ces enfants reviendront travailler dans leur propre pays parce qu'ils savent que nul n'est à l'aise ce soir qu'ailleurs. Roland Sapi, vous avez évoqué tout à l'heure l'échec de la diplomatie. On dénonçait déjà le fait que dans les deux pays, il n'y ait pas eu une véritable communication autour de cette affaire concernant l'expulsion de Camerounais. En Guinée équatoriale, c'est le silence. Au Cameroun, le ministère des Relations extérieures a quand même fait l'effort de rencontrer l'autorité équato-guinéenne, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de véritable solution qui est proposée. Quel sort donc réservé à ces Camerounais, actuellement à Kiossi, qui n'ont pas d'abri, qui n'ont pas d'encadrement, qui ne savent pas où dormir, qui ne mangent pas, et d'autres qui sont encore en Guinée équatoriale, mais qui se sentent véritablement en danger? D'abord, commençons par ceux qui sont à Kiossi. Ils y sont encore pourquoi? La question, il faut se la poser. C'est en réalité parce qu'ils ne veulent pas rentrer au Cameroun. Si ce sont des Camerounais qui sont partis, ça veut dire qu'ils ont des familles. Mais certains n'ont pas de papier. Ils ont été débarqués comme ça, sans pièces. Oui. Mais est-ce qu'ils ont pris la route pour rentrer chez eux et qu'en route, la police a dit que vous n'avez pas de papier, je vais vous garder parce qu'ils ont expliqué qu'ils ont été expulsés de la Guinée équatoriale, on a continué à les déranger. Non. Ils y sont parce qu'ils ont l'intention de rentrer encore là-bas. Tout à fait. Il faut le dire les choses telles qu'elles sont. On ne peut pas prétendre là maintenant qu'il y a des Camerounais qui sont sur le territoire camerounais, expulsés d'ailleurs d'où ils étaient partis. Ils étaient partis librement, qu'une fois chassés de là où ils étaient, ils reviennent quand même non pas où dormir. Il y a quelque chose qui tombe sous l'essence par rapport à ça. Donc, il faut comprendre que on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Enfin, on ne peut pas aider quelqu'un à se laver si lui-même à frotter le dos de quelqu'un si lui-même n'a pas la volonté de se laver. Est-ce que les Camerounais qui ont été expulsés voulaient même véritablement revenir au pays avant de dire que non, c'est pas possible? Ils y sont parce qu'ils veulent rester là-bas. Qu'on ne nous dise pas qu'ils sont des sans-abri, n'ont pas où dormir. C'est pas vrai. Mais ils se sentent à l'aise là-bas. Soyons honnêtes à un moment donné. C'est vrai que c'est regrettable le fait qu'on les expulse, mais une fois qu'ils ont été expulsés, ça ne fait pas d'eux des animaux. Ils ne vont pas se comporter comme s'ils étaient, je veux dire quoi, des tout malheureux, tout misérables au Cameroun au point où ils n'avaient pas où dormir. Non, il ne faut pas nous dire ça. On ne peut pas. Et donc, interpeller le Cameroun, le gouvernement camerounais, la diplomatie camerounaise par rapport à ça, il ne faut rien attendre à ça parce qu'eux-mêmes ne sont pas dupes du tout. Ils savent très bien que ceux qui sont là, s'ils dorment à la belle étoile, c'est parce qu'ils ne veulent pas rentrer chez eux. Tout simplement, on les comprend quand même. On les comprend parce que quand, la plupart du temps, ils pensent à la misère qu'ils avaient laissée derrière. Ils pensent également à des actes qu'ils avaient posés avant de partir. On a eu l'exemple là aujourd'hui où on devait avoir un invité qui dit que
ici, on le dérange parce qu'il ne faut pas que sa famille sache, il ne savait pas qu'il n'y a pas, bref, des choses comme ça. Là. Vous comprenez très bien qu'il y a quelque chose qui se cache derrière la tête de ceux qui sont encore là-bas. Ils ne veulent pas revenir ici. Mais ce n'est pas aussi facile de tourner la page, laisser tout ce qu'on a construit derrière. Qu'est-ce qu'on a construit sans derrière? Je le précise une chose. Parce qu'on est en train de se comporter comme si c'est une haine viscérale que la Guinée équatoriale est en train de développer vis-à-vis des Camerounais ou bien de tout autre étranger. Non. La Guinée équatoriale est en train de se structurer, de structurer son pays et son économie. Dites-vous bien que ce n'est pas tous les Camerounais qui ont été expulsés et on ne pourra jamais expulser tous les étrangers d'un pays tant qu'ils sont utiles là où ils sont. Chacun cherche ses intérêts. Ceux qui ont été expulsés, c'est ceux qui, de manière globale, on a jugé qu'ils n'ont rien à faire là. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune valeur ajoutée qu'ils apportent au développement de la Guinée équatoriale. Si c'était des ingénieurs employés dans des entreprises d'informatique, de génie civil et autres, ils ne seront pas expulsés de la sorte. Il y en a qui sont. Ce qui est en train de se passer, c'est quoi? Je vais vous expliquer un peu. Le Cameroun a développé le secteur informel dans lequel il se complaît complètement et ne veut même pas sortir de là. Et c'est ce secteur informel qui absorbe beaucoup dans la classe jeune et autres. Imagine un temps soit peu, ici même au Cameroun déjà, qu'il y ait des mesures strictes et sérieuses, que par exemple, on ne va plus voir un kiosque en route où on vend tout et n'importe quoi. Tout ce qu'on veut acheter doit s'acheter dans des boutiques ou des supermarchés. Et on structure les choses de telle sorte que chaque quartier ou bien chaque bloc dans un quartier a son supermarché où tout le monde part acheter ce dont il a besoin. Conséquence, tous ceux qui étaient installés sur les bordures des routes et alimentaient l'informel n'auront plus rien à faire. Nous sommes d'accord là-dedans. Tout à fait. Parce que tout le monde sera obligé d'aller dans la boutique et donc lui, il n'a plus rien à faire là-bas. Son activité est interdite. S'il n'a rien à faire là, il devient inutile. Et donc, il faut qu'il se réinvente. Ou bien, le gestionnaire de la ville va trouver qu'il est encombrant et trouver le moyen de le chasser de là où il est, d'une manière ou d'une autre. C'est un peu ce qui est en train de se passer en Guinée équatoriale, où les Camerounais, ils sont arrivés parce qu'il fallait aller chercher l'Eldorado quelque part, n'ayant pas de compétences précises en réalité, sont allés et se débrouiller dans l'informel comme ça. Et comme la Guinée équatoriale est en train de vouloir quitter de l'informel vers le formel de manière complète, peut-être ce n'est pas une préoccupation pour le Cameroun, mais d'autres pays sont en train de réfléchir à comment évoluer. Et donc, toutes ces activités que les Camerounais menaient, peut-être que la Guinée équatoriale se rend même compte que c'est en train d'apporter le désordre urbain qui s'est installé chez nous et qui fait notre bien vivre. Et probablement l'insécurité. Probablement l'insécurité. Si on a l'habitude de transformer la chaussée à Douala en comptoir où on dépose tout pour vendre, ça ne peut pas être la même chose en Guinée équatoriale. En conséquence, si les gens sont allés pour développer ce type d'activité comme au Cameroun dans l'informel, et si la Guinée interdit ça, évidemment, ceux qui étaient dans cette activité vont se retrouver inutiles pour eux-mêmes, inutiles pour l'État, la cité qui les emploie, et donc bon à évacuer. Tout simplement. Voilà ce qui est en train de se passer aussi. Donc, il s'agit pour le Cameroun de penser lui aussi à structurer un certain nombre de choses qui absorberaient de manière formelle. Lui parlait tout à l'heure du secteur du bois, par exemple. Imaginez un peu que de tout le bois que nous avons dans ce pays, qu'on extrait des localités, des communautés, traversant toutes ces communautés sans route, c'est-à-dire que puisque ce sont les gros camions qui portent, ils ont la capacité de s'embourber, sortir et partir, mais les locaux eux-mêmes ne peuvent pas profiter, bénéficier même d'une seule route. On prend tout ce bois, on met ça sur des grumiers qui partent déposer au port pour qu'il aille. Le bois part pour revenir sous forme de meubles vendus à des prix d'or. Si aujourd'hui, une loi qui a été récemment votée à l'Assemblée nationale interdisant l'exportation du bois était mise en activité, et que, par exemple,
on décidait de ce que tout l'argent que l'administration absorbe chaque année, soi-disant pour l'équipement du matériel du bureau et tout. Si on décidait qu'au Cameroun, on ne doit plus avoir dans un bureau officiel que des meubles faits par du bois locaux, ça va induire quoi? Que tous les menuisiers que vous voyez exposés au bord de la rue quand vous marchez là vont se structurer en entreprises qui vont gagner des marchés de produits. Et comme la demande va devenir très forte, parce que chaque année, les administrations renouvellent leur mobilier de bureau et ainsi de suite, la demande en main-d'œuvre va devenir aussi plus importante. Le secteur va absorber beaucoup de jeunes qui vont descendre des motos, laisser les pouces, laisser les, je ne sais pas quoi, autre chose qu'ils font dans la rue et qui crée le désordre humain pour aller travailler dans un secteur qui est un peu plus régulé et contrôlé. Ça permettrait qu'on évacue les rues et qu'on ait moins de désordre urbain. On aurait résolu au moins deux problèmes. Libérer la route, mais en occupant les jeunes qui, encombraient cette route-là. C'est une question de politique. Est-ce qu'on y pense véritablement? Si on ne pense pas à ça chez nous, on pense à ça ailleurs. Donc, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on doit faire de ceux qu'on expulse? Il faut tout simplement qu'on pense à les occuper. Et nous avons les potentialités. Nous avons les capacités. Les potentialités, c'est quoi? C'est toutes les ressources que nous avons. Les capacités, c'est quoi? C'est que c'est toute cette intelligence, cette main-d'œuvre, cette ressource humaine que nous avons. Qualifiée. Très qualifiée d'ailleurs. Très qualifiée d'ailleurs. J'insiste là-dessus, très qualifiée d'ailleurs, parce que vous allez voir que récemment, c'est en train de circuler sur les réseaux sociaux, les résultats d'une école polytechnique en France, où parmi les 20, enfin, parmi les lauréats, les 20 premiers étaient des Camerounais. Ce n'est pas l'intelligence qui manque au Cameroun. Donc nous avons le potentiel naturel. Nous avons la capacité intellectuelle, donc la ressource humaine. Ce qui nous manque tout simplement, c'est l'utilisation de tout ce potentiel, de cette intelligence. Ou plutôt, ce qui nous manque, c'est la volonté politique pour y arriver. Le Cameroun, aujourd'hui, a une population estimée à 30 millions d'habitants. Et la population active, on peut l'évaluer à peu près 20 millions, je ne sais pas, ou un peu moins. C'est rien comparé à la population de Lagos, là au Nigeria, à côté. Mais tous ont du travail là-bas. Et si on voit toute la population du Nigeria qui aujourd'hui approche les 300 millions d'habitants, mais attends, pendant que nous allons rester à nous endormir comme ça, là, on va toujours être d'abord envahi d'un côté par le puissant Nigeria qui est déjà très fort économiquement en train de chercher les espaces qu'il va occuper. Et en même temps, pendant que nous essayons d'aller nous réfugier en Guinée équatoriale, on va être repoussé pendant qu'on est... C'est une question de politique interne. La diplomatie ne va pas consister plutôt à... On peut laisser la diplomatie, cette hypocrisie entre les chefs d'État où on fait des civilités, chacun dit ce qu'il veut, alors que dans le fond, on ne pense pas vraiment à ce qu'on pense. On peut laisser cela pour commencer une réelle diplomatie sociale vis-à-vis des populations et penser aux politiques qui permettent qui fassent en sorte que les populations se sentent véritablement intégrées, impliquées dans le développement de leur pays. Et pour ça, il y a un certain nombre de déchets qu'il va falloir évacuer de nos mentalités, de nos attitudes, de nos comportements pour pouvoir y arriver. Il va falloir qu'on consente à laisser la méritocratie prendre le pas sur la médiocratie. Est-ce que ce sera facile d'appliquer cela en Afrique centrale? Il y a quand même l'Afrique de l'Ouest qui nous parle, l'Afrique de l'Ouest où la libre circulation des biens et des personnes est effective, l'Afrique de l'Ouest où un étranger peut aller dans un autre pays travailler normalement sans crainte d'être chassé, sinon au moins quand il n'y a pas de problème. Alors qu'en Afrique centrale, ça devient de plus en plus difficile.
même pour aller dans un pays voisin, on te demande passeport, visa, autorisation de ceci, vaccin par là, ainsi de suite. Et quand tu te comportes mal, on te chasse. Pourquoi? Est-ce qu'on doit aussi mettre ça sur le dos d'un manque de volonté? Ou alors, c'est peut-être du fait de notre position géographique, c'est peut-être du fait de nos cultures. Le fait qu'on ait des cultures qui se ressemblent, qu'on soit peut-être des pays différents, mais des origines identiques, qu'on n'arrive pas à s'asseoir, se parler, faire en sorte qu'il soit un peu plus facile pour un Africain d'aller dans un pays, revenir, aller dans un autre, venir, se sentir chez lui partout où il se trouve. Bon, moi, je pense qu'il s'agit tout simplement de l'hypocrisie des chefs des pays de l'Afrique centrale. Parce que chaque fois, vous allez entendre qu'il y a le rassemblement des chefs d'État de l'Afrique centrale et que de la CEMAC, et que ce sont des questions qui régulièrement sont posées sur la table. Mais sauf que on se rend compte que ces questions qui sont toujours posées sur la table n'ont pas de résultats satisfaisants. Parce que s'il y avait au moins des résultats, le cas de la Guinée équatoriale à côté n'allait pas se reproduire. Ce qui n'est pas pareil pour les cas des pays de l'Afrique de l'Ouest. Je peux dire quand même que ce sont des pays qui sont généralement des pays travailleurs. Ils ont une très bonne politique là-bas au sein de leurs pays respectifs, qui font en sorte que même s'il y a des migrations en interne, ce sont des migrations qui vont dans le sens peut-être du divertissement, ce sont des migrations qui sont, comment je vais dire, qui ne sont pas à sens unique. C'est difficile de trouver un Sénégalais qui va quitter le Sénégal pour aller peut-être au Mali se chercher. C'est vraiment des cas qui sont un peu difficiles. Contrairement à chez nous ici en Afrique centrale, c'est facile de trouver un Camerounais qui va quitter le Cameroun pour aller se chercher au Gabon, qui va quitter le Cameroun pour aller se chercher en Côte d'Ivoire, même laisser même l'Afrique centrale, parce que les politiques qui sont mises sur pied par les présidents des pays de l'Afrique CEMAC ne permettent pas en fait à leur population de s'épanouir. Et moi, je pourrais même dire que c'est des politiques qui concernent les présidents eux-mêmes. Parce que tant que vous n'avez pas le souci de votre jeunesse, tant que vous n'avez pas le souci de la transformation économique de votre pays, il est fort probable que ceux dont vous êtes appelés à diriger, qu'à un moment donné, qui se sentent obligés de laisser leur espace géographique pour aller se chercher ailleurs. Moi, je pense quand même qu'on gagnerait mieux à voir la coopération des pays de l'Afrique de l'Ouest et voir comment est-ce que ces pays en interne essaient de se développer. Le cas parlant du Sénégal, regardez quand même un pays comme le Sénégal, regardez le niveau de développement du Sénégal, regardez même le niveau de développement d'un pays comme la Côte d'Ivoire, un pays qui soit à une crise. Mais regardez comment ces pays se développent. Vous croyez que consciemment... Tout comme le Bénin, par exemple. Oui, tout comme le Bénin, par exemple. Vous croyez que consciemment, un jeune Ivoirien quitterait la Côte d'Ivoire pour aller au Mali? Non, si un jeune Ivoirien veut se chercher, il prendra l'avion, il ira soit au Canada, soit en France, parce qu'il estime que là-bas, véritablement, il peut se chercher. Contrairement à nous ici en Afrique centrale, où on pense que si on n'a pas de moyens pour aller soit au Canada, on a quand même un Canada équatorien, en Guinée équatoriale, quelque part où on peut aller et puis on se sent un peu à l'aise. Donc moi, je pense qu'il s'agit là de la volonté des chefs de l'État, des États de l'Afrique centrale, à vouloir œuvrer pour le bien-être de leur population. Je vais compléter ce qu'il dit là, Claude, en prenant un exemple simple. Imaginez que vous arrivez dans un quartier où vous habitez. Vous êtes chez vous, dans votre concession, et le voisin est là dans sa concession. Vous voyez votre voisin, vous dites que bon, ok, j'ai des enfants chez moi, tu as des enfants chez toi, il faut que nous on permette à ces enfants de se visiter, c'est-à-dire des enfants peuvent venir chez moi, les miens chez toi et tout cela. Okay? Mais sauf que chez vous, vous avez aménagé votre jardin, votre maison est bien propre, bien habillée, bien claire et tout. L'enfant se lève le matin, c'est ce qu'il a à faire. Il le fait après, il a droit à son petit déjeuner, à son déjeuner, ainsi de tout. Il y a beaucoup de discipline et tout. Ton voisin, par contre, lui, il y a un désordre total chez lui. Personne ne sait pas ce qu'il a à faire. Le père lui-même, il dort jusqu'à ce que 15 heures se trouve au lit. La mère est sortie, elle est partie. Bref, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes et tout. Le premier jour, tes enfants partent aussi là-bas.
mais ils reviennent, ils n'ont plus vraiment envie de savoir ce qui se passe là. Par contre, ces enfants sont tous les jours chez toi parce qu'il y a un meilleur encadrement chez toi. Sauf que quand ils arrivent chez toi, non seulement ils foutent le bordel partout, ils mangent la banane, ils jettent la peau par-ci, la chaise, ils s'asseyent n'importe comment, ne respectent rien et tout. La prochaine décision que tu vas prendre, c'est quoi? Fermer ta porte. Et puis les accueillir. Aux enfants du voisin. Aussi simple que ça. Allez vous débrouiller chez vous. Votre père n'a qu'à créer les mêmes conditions que vous. C'est la même chose qui se fait au niveau des États. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que ce sont les Guinéens, ce sont les Camerounais qui partent en Guinée? Vous avez déjà entendu que les Guinéens sont en train de venir s'installer aussi au Cameroun? Il y a des Centrafricains au Cameroun, presque pas, des mais Nigériens. les Centrafricains ne sont pas les Guinéens. Est-ce que les Camerounais sont en train d'être expulsés de la Centrafrique? Ou du Niger. Ou du Niger. Non. Parlons de la Guinée et du Cameroun. Pas encore. Voilà. C'est tout simplement parce que de l'autre côté, il y a un minimum qui est fait pour l'encadrement des populations qui n'est pas fait ici au Cameroun. Et si le minimum était fait aussi, vous verrez que les Guinéens viendraient aussi parce qu'ils seraient attirés par quelque chose. Qu'est-ce que nous vendons aussi? On est allé signer des accords, d'accord, qu'il y aura cette libre circulation. Mais qu'est-ce que nous apportons dans cette libre circulation? Qu'est-ce que nous proposons? Comment on dit sur le marché du donner et du recevoir, qu'est-ce que nous donnons? Où nous estimons que comme on a signé ça, ok, on s'en fout des enfants pour partir là-bas parce qu'on a signé des accords de libre-échange. Non, il ne faut pas se leurrer du tout. Il faut revenir à la réalité. Il faut revenir aux politiques concrètes. Il faut peut-être à un moment donné penser à faire comme la Chine, qui à un moment donné a pensé qu'il fallait évoluer en autarcie, se fermer contre elle-même. Oubliez tout ce que vous voulez faire dehors de là. Se développer par sa culture, par son... Envoyer un enfant à l'extérieur avec pour mission d'aller apprendre et revenir le plus rapidement possible pour appliquer ce qu'il a appris là ailleurs, au besoin. Les outiller de telle sorte pendant qu'ils sont à l'extérieur, là, ils espionnent même tout ce qu'on fait de bien là-bas pour revenir, pour qu'on développe ça ici au pays. C'est comme ça que la Chine, à qui on a donné à manger en 1971, aujourd'hui, est venue chez nous, est devenue notre financier principal par rapport à tous nos projets. À un moment donné, on devrait se poser des questions, savoir si on est en train d'avancer ou de reculer ou bien de faire du surplace. Et c'est regrettable qu'on en soit arrivé à ça parce que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau africain, on comprend que le Cameroun a un véritable problème. Un confrère prenait un exemple un jour en disant, en comparant le Cameroun au Bénin, il disait ceci exactement, que on a tracé la ligne de départ pour le développement. On a mis tous les pays là alignés et on doit donner le top départ. Pendant que les pays se sont mis à courir pour avancer, le Cameroun s'est retourné pour aller dans le sens inverse. C'est fou. C'est fou, mais c'est là où on en est aujourd'hui. C'est quand même extraordinaire. Donc la solution, ce n'est pas d'attendre des autres, mais encourager vraiment... c'est à balayer dans sa propre maison, justement, pour que la maison soit attrayante et que les enfants restent. Message passé. Merci Roland Tapi. Merci également Moïse Dieudonné Massol. Merci à vous de nous avoir suivis à la maison. Le grand plateau, c'est la fin. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée en compagnie de nos programmes. Rendez-vous demain à 19h30 pour une nouvelle édition.